Bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous du Cosmo Club de Cosmocène qui va aujourd'hui se pencher sur le contrat de coalition qui a été signé entre les trois formations politiques qui sont arrivées en tête des élections législatives allemandes. Un contrat qui annonce en fait le programme du nouveau gouvernement allemand dont la composition a été annoncée par Olaf Scholz le mardi 7 décembre, alors que le nouveau chancelier prêtait quant à lui serment au Bundestag le lendemain. Pour en parler donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois observateurs très attentifs de la vie politique européenne et allemande. Amélie Jacques Apke, qui est directrice générale d'Europa Nova en Allemagne, qui était d'ailleurs la fondatrice de cette branche allemande du think tank ou do tank qui lui est français, qui est basé à Paris. Bonjour Amélie. Pierre Menera, germaniste agrégé d'allemand, qui est contributeur du Grand Continent, qui a récemment traduit en un temps absolument record les meilleures pages de ce contrat de coalition, un travail très précieux qu'il nous faut saluer et en remerciant au passage le Grand Continent, qui se livre fréquemment d'ailleurs à ce type d'exercice de traduction qui est très précieux et qui contribue largement à la diffusion des idées par-delà les frontières européennes. Et puis Shane Vallée, conseiller économique au parcours très riche. Il a notamment donc été le président, conseiller auprès du président du Conseil européen Herman Van Rompuy et du ministre de l'économie et des finances français qui à l'époque était un certain Emmanuel Macron. Il est directeur actuellement du programme géoéconomique du German Council on Foreign Relations, la DGAP, célèbre think tank allemand qui existe depuis 50 ans. Alors, laissez-moi introduire rapidement le débat. Je le disais auparavant, donc Olaf Scholz vient de rentrer au Bundestag, il a dit oui, il a prononcé le fameux article 56 de la loi fondamentale allemande, il a juré de s'y conformer, donc il a dit « Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et défendre la loi fondamentale et les lois de la fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous. » Voilà, une page se tourne, la fin de l'ère Merkel. Je rappelle que la chancelière était en poste depuis 2005, ce qui était un record parmi les États membres. Elle est restée 16 ans, c'est tout à fait considérable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est Rutte aux Pays-Bas qui doit être le deuxième plus chef de gouvernement qui est resté le plus longtemps en poste. Elle cède la place à celui qui en fait était auparavant son ministre des Finances et vice-chancelier. Le jeu des coalitions oblige. De récentes cérémonies d'ailleurs assez émouvantes ont eu lieu la semaine dernière pour saluer le départ de celle que les Allemands appellent affectueusement Mutti. Elle aura marqué les esprits, l'histoire. Je rappelle qu'elle était la première femme à la tête du pays. Elle est aussi la première d'ailleurs à quitter le poste de son plein gré. C'est la fin de l'ère Merkel, mais c'est surtout, et rentrons ici dans le vif du sujet, de la domination, c'est la fin de la domination de la CDU à la tête de coalitions successives, puisque donc le 26 septembre dernier avaient lieu les élections législatives allemandes. Et les sociodémocrates ont eu un peu plus de 25% des suffrages. Ils sont arrivés en tête. C'était la première fois depuis 2005, alors que la CDU, CSU avait dû accuser un petit recul. Les Verts et les libéraux, quant à eux, ont aussi enregistré une hausse de leurs résultats. Et ce sont eux qui, avec les sociodémocrates, se sont entendus. Ils ont commencé des négociations informelles. Ils ont proposé d'abord un premier document, d'ailleurs, en octobre, de 12 pages, qui annonçait un accord de coalition pour, en gros, la Saint-Nicolas, donc la fin du mois de novembre. À dire vrai, personne n'y croyait trop. L'histoire nous avait appris que les négociations étaient très très longues d'habitude, et ils ont tenu parole, signe que les négociations sont allées vraiment bon train. Et donc cet accord, Oser plus de progrès, ce qui appelle à commentaire, mais je pense que vous le ferez, a été révélé le 24 novembre, puis Scholz a donc annoncé la composition de son gouvernement et a commencé, donc est rentré au Bundestag à prêter serment. Voilà. Alors, nous allons avec vous discuter le contenu de ces 177 pages d'un contrat donc, qui annonce la couleur, tricolore bien sûr, un accord copieux qui couvre tous les domaines, tout, les affaires économiques, sociales, intérieures, et aussi la politique européenne et étrangère. Et j'insiste ici parce que c'est un accord très européen qui entend d'ailleurs, et c'est une citation, définir les intérêts allemands à la lumière des intérêts européens. Et il avance d'ailleurs des propositions très claires, y compris en termes de réforme institutionnelle, mais vous aurez aussi l'occasion certainement d'en dire un mot. Enfin, c'est un surtout, et je termine là-dessus à l'adresse de notre public, c'est un accord qui est surtout un contrat. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser parce qu'il a été avalisé par les partis respectifs et comme tout contrat, il faudra le respecter scrupuleusement au risque de faire tomber la coalition. Cela peut surprendre, ça peut même être difficile à comprendre vu de l'extérieur, notamment de pays où les régimes sont plus présidentiels. Suivez mon regard. Donc, nous allons commencer ce débat et je vous cède la parole, Pierre, pour une première intervention.
Oui, vous avez mentionné le titre de l'accord et je penserai du coup commencer par là. L'accord s'appelle Oser plus de progrès. Pour faire un bref retour historique en arrière, c'est une référence assez transparente à la personnalité de Willy Brandt, qui a notamment agi en tant que maire de Berlin, puis en tant que en tant que ministre, puis enfin en tant que premier chancelier social-démocrate. Il le devient en 1969, il le restera jusqu'en 1974. Et en fait, le premier de seulement 3 chanceliers sociaux-démocrates qui ont eu des périodes de gouvernement assez longues, mais qui, jusqu'ici, constituent quand même plutôt la minorité dans l'histoire de la République fédérale. Euh, il faut aussi dire, on a beaucoup souligné la nouveauté que le SPD a gouverné déjà séparément avec les 2 partis qui sont dans cette coalition. Donc, même si on peut dire qu'aucun des acteurs actuels, à part le président Frank-Walter Steinmeier, qui était à l'époque de la coalition Schröder, donc rouge-verte, le bras droit de Gerhard Schröder, justement, peu d'acteurs en fait de la génération actuelle, dans aucun des partis ne s'en souviennent. On a affaire à des gens qui ont un peu plus de 40 ans, qui dirigent le parti FDP et les Verts. Donc, ce passé des coalitions entre les partis est inconnu pour la majorité des acteurs. Ils vont aussi découvrir quand même quelque chose, je pense. Donc, ce texte, pour revenir à l'accord, euh, vous l'avez dit, il a été utilisé aussi pour convaincre des bases militantes. Et ça a été souligné à plusieurs reprises. Il a une double fonction. Il a une fonction de programme de gouvernement et également une fonction, effectivement, d'outil de communication vis-à-vis donc d'un groupe, des groupes divers qui ont été amenés à se prononcer dessus. Chez les Verts, il s'agissait de l'ensemble des adhérents du parti. Chez le FDP, il s'agissait d'un congrès réduit. Et chez le SPD aussi, il s'agissait d'un congrès des représentants. Donc, certains des aspects de ce texte correspondent aussi effectivement à des revendications militantes. Et certains analystes, notamment Claudia Major, qui est une analyste notamment des questions de sécurité, a pu souligner à l'égard justement des lecteurs étrangers, et je trouvais ça assez intéressant, que ce texte avait parfois une vocation plus intérieure qu'extérieure. Il faut aussi en tenir compte, je pense, dans l'analyse qu'on peut parfois faire de certaines phrases qui s'inscrivent vraiment dans une sorte de choc des programmes des partis. Donc, sur la structuration du texte, il est effectivement très, très large. Il rentre énormément dans le détail. Il fait 177 pages et 9 parties. La partie que nous avons choisi de traduire en intégralité avec le Grand Continent, c'était la partie 7, qui s'intitule La responsabilité de l'Europe pour l'Europe, la responsabilité de l'Allemagne pour l'Europe et le monde, qui est structurée même en 3 sous-parties, que je viens traduite, qui en fait correspond à, je pense effectivement, un passage extrêmement important d'une future doctrine effectivement de politique étrangère allemande, puisque cette longue partie contient à la fois des informations sur des réformes institutionnelles de l'Union européenne dans un premier temps, sur les migrations, sur la position de l'Allemagne dans la politique migratoire au sein de l'Europe et face au monde dans un second temps, et dans un troisième temps sur les questions stratégiques et militaires, qui occupent évidemment une place extrêmement importante, notamment sur l'attitude face à la Chine, à la Russie, au retrait d'Afghanistan, à la Turquie, au remplacement de certains systèmes d'armes. Il y a effectivement énormément d'aspects qui sont abordés et qui constituent, et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensuite, vraiment une mine d'informations pour savoir ce que va être l'Allemagne dans les 4 prochaines années, et en fait pas seulement dans les 4 prochaines années, puisque il faut aussi dire que le texte s'intitule Accord de coalition 2021-2025, mais que l'essentiel en fait des échéances, des dates qui sont annoncées sont après. Il y a assez peu de dates, il y a quelques informations dès le début de la 20e législature qui sont données où le gouvernement va dire nous allons faire passer cette loi, nous allons acheter ceci, nous allons nous procurer cela. Mais nous y reviendrons, je pense, sur le thème de l'écologie. La plupart des dates, la première grande échéance, c'est 2030 avec la sortie définitive du charbon, comme il est indiqué idéalement. Et les échéances suivantes se réfèrent au programme, par exemple, le Fit for 55 de l'Union européenne. Et donc, il y a
un certain nombre de choses qui dépassent bien sûr le cadre strict des 4 ans de coalition dans lesquels cette coalition va tenir probablement, et de savoir si effectivement elle sera reconduite. Donc c'est un programme qui regarde à loin. Absolument, c'est un programme, et il y a une critique qui avait été faite envers le mandat de Mme Merkel, c'était de dire bon, elle est ballottée de crise en crise, mais la planification en a beaucoup souffert. Là, on a l'impression, et je pense qu'on aura vraiment l'occasion aussi d'y revenir, qu'il y a peut-être justement un coup de balancier dans l'autre sens, que la planification, là pour le coup, le mot plan, le mot projet, le mot stratégie est omniprésent dans tout le texte, quel que soit le thème. On veut avoir un plan, un projet, une stratégie pour tout. Alors, il y a certains points de programme qui vont entériner des choses qui sont déjà faites. Par exemple, je pensais à la question des migrations, et notamment des migrations de travail dans l'Union européenne. La directive sur les travailleurs détachés, c'est déjà quelque chose qui existe, hein, et donc le texte ne fait que dire nous allons continuer dans cet esprit et nous allons l'appliquer. Par exemple, c'est aussi le cas pour la question de taxation des multinationales, qui a été portée d'ailleurs par le ministre des Finances Scholz, qui est maintenant le chancelier, et qui a aussi été évoqué dans le texte. Voilà, donc une fiscalité juste, etc. Là, on voit très bien que c'est des questions qui ont déjà été avancées dans le mandat précédent. Donc effectivement, c'est quand même un texte qui n'est pas révolutionnaire, hein, il faut le dire, mais qui va effectivement, après des années de gouvernance par la CDU, CSU et le SPD aussi en l'occurrence, tend à peut-être quitter ce domaine qui avait été, je me souviens d'un slogan d'Angela Merkel qui était Für ein Deutschland in dem wir gut und gerne leben, qui était donc cette Allemagne où il fait bon vivre en fait. Et là, on a quand même l'impression que ça va au-delà, que cet accord de coalition est un peu plus développé sur ces thématiques effectivement du futur, du progrès et du développement durable, parce que c'est ces 3 mots qui sont inscrits, donc justice sociale, liberté et développement durable, qui sont inscrits juste en dessous du titre en fait, et qui se réfèrent respectivement, donc bien sûr justice sociale au SPD, liberté au FDP et développement durable bien sûr au Vert. Donc on a ces 3 thèmes, on essaie à chaque fois de négocier entre ces 3 thèmes-là. Et c'est parfois pas évident, comme dans cette phrase qui a été beaucoup analysée de « nous sortirons du charbon idéalement en 2030 », qui a fait un peu jaser, puisque justement cet idéalement semblait réintroduire une clause de non-respect, enfin de réintroduire une sorte d'affaiblissement de la clause dans le contrat lui-même. Mais je pense que c'est assez caractéristique d'un texte qui parfois va aller justement confronter ces contradictions entre les programmes de face, entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Alors, effectivement, une coalition tricolore et un texte qui, qui essaye de faire la synthèse de 3 dispositions. Et pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, il y a cette notion d'économie de marché sociale et écologique. Donc, il y en a incontestablement pour tous les goûts. Amélie, à vous la parole. Merci beaucoup, Stremer. Alors, on a déjà parlé de beaucoup d'aspects. La description de l'accord en 5 minutes n'étant pas guère facile. Donc, je vais revenir un peu sur les relations franco-allemandes et tout ce qui se passe dans ce contexte européen. Effectivement, c'est un moment historique et après ce tandem franco-allemand, couple ou amitié franco-allemande étant maintenant au centre de l'intérêt, notamment parce que la France a la présidence de l'Union européenne l'année prochaine à partir de janvier. Dans ce contexte-là, effectivement, les ambitions et les priorités du couple franco-allemand sont très importants, y compris la vision d'une Union européenne plus fédérale. Donc, par rapport au couple franco-allemand, et juste avant que la France ne prenne la présidence tournante de l'Union européenne en janvier, il y a effectivement des questions. Quelles sont les propositions de l'Allemagne en ce qui concerne l'Union européenne? Je vais revenir rapidement sur quelques aspects extrêmement importants pour la France notamment.
parce que, premièrement, l'accord contient des propositions pour les listes transnationales aux élections européennes, un système obligatoire des Spitzenkandidaten, donc un droit d'initiative pour le Parlement européen, le respect de l'état de droit sur l'avenir de l'Europe et donc le développement de l'Union européenne vers un État fédéral européen. C'est dit expressément dans l'accord. Hein. On parle d'un État fédéral, hein, absolument. Exactement. Donc, cet accord, c'est un moment historique pour plein de raisons. Et c'est un accord de coalition qui recoupe aussi en grande partie des ambitions de la France pour l'évolution de l'Union européenne. Des ambitions déjà présentées dans le discours du président Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017. Et donc, cet accord est reçu très positivement en France jusqu'à maintenant, non seulement parce que la France souvent constate qu'il n'y avait pas assez de soutien allemand en ce qui concerne donc l'ambition française au niveau européen, mais aussi au niveau des cultures stratégiques complètement différentes. Donc, le ministère français des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré vouloir travailler rapidement avec le prochain gouvernement allemand. Donc, il y a une certaine euphorie de vouloir travailler ensemble au sein des nouvelles responsabilités européennes et aussi franco-allemandes. Donc, il y a une certaine continuité au niveau du couple franco-allemand. Il y a aussi quelques points compliqués d'un point de vue analytique, comme vient de dire Pierre. Aussi parce que Scholz, d'un côté, a été ministre des Finances en Allemagne pendant 4 ans, et qu'il a travaillé intensément avec la France, notamment sur le Fonds européen de reconstruction. On estime que les relations entre les deux pays, clairement, resteront très bonnes. Il sera crucial donc, de maintenir un moteur franco-allemand pendant la prochaine présidence française, étant donné que l'Europe, effectivement, est mise à une pression considérable, côté international, côté européen, côté interne, donc pour plein de questions. Donc, il va falloir trouver un moyen de solution en ce qui concerne les quelques désaccords entre la France et l'Allemagne. Pierre vient de le dire, l'énergie nucléaire, la réforme des règles fiscales pour l'Union européenne et aussi la perception de la défense européenne et l'autonomie stratégique. Donc, il y a quelques obstacles quand même où on se demande comment on va pouvoir façonner une coopération étroite parce que effectivement, il y a un intérêt sincère de la part de l'Allemagne de renforcer la politique européenne fédéraliste. Donc, l'intérêt du couple franco-allemand dans la situation actuelle étant plutôt de faire une certaine synthèse, c'est-à-dire aussi côté géopolitique, la France qui a toujours plutôt un intérêt vers les questions Europe du Sud, l'Allemagne plutôt sensible aux côtés Danemark, Pays-Bas, Suède, Autriche, pour donner un exemple. Après aussi, au niveau continuité, on estime aussi qu'il y a plus de potentiel du côté français de vouloir risquer un certain changement au sein du couple franco-allemand et pas du côté allemand qui affiche vraiment une réelle volonté de renforcer le couple et la souveraineté européenne. Après, comme je viens de dire, il y a des cultures stratégiques complètement différentes. Il y a donc la question de responsabilité fiscale et la France fait pression traditionnellement pour une réforme du pacte de stabilité et de croissance. Et l'Allemagne a toujours hésité à autoriser une plus grande flexibilité budgétaire, par exemple. En ce qui concerne l'idée d'une défense européenne, Paris pousse depuis un certain temps dans cette direction. Et bien sûr, en France, on a un moment historique au niveau de l'élection présidentielle et en plus, on a la présidence de l'UE. Donc, il y a un intérêt stratégique pour la France extrêmement important. Et donc, ce désaccord franco-allemand, s'il y en a un, porterait certainement aussi
sur une plus grande autonomie stratégique, Ouais. mais plutôt sur la forme. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser, mais en tout cas, c'est un moment historique très, très important et on est largement très content de voir une convergence des intérêts. Merci Amélie pour ce regard très européen. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Je signale simplement que la notion de souveraineté stratégique de l'Union européenne est bien présente dans le contrat, effectivement, et qu'il y a là très certainement une matière importante à discuter et qui va certainement peser aussi sur ce couple franco-allemand que vous évoquiez à l'instant. Mais on va très certainement y revenir. Chahine, la parole est à vous. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un accord de coalition très riche, donc je ne vais pas balayer tous les sujets. Je vais me concentrer sur 3 points qui me semblent très importants. Un sur les questions de politique étrangère, un deuxième sur la question institutionnelle européenne et un troisième sur les questions de politique économique domestique. Sur les questions de politique étrangère, il y a en effet un pas dans le sens de la France et la reconnaissance de l'importance de l'autonomie stratégique, avec quand même une touche allemande importante, notamment le point sur l'idée de créer un conseil de défense franco-allemand et européen, qui est quand même une idée importante, parce que dans la notion d'autonomie stratégique française, il y a la perception, en tout cas en Allemagne, qu'il s'agit de créer des moyens européens au service de la politique étrangère de la France. Et donc ça, il y a clairement dans l'accord de coalition l'idée que si on avance vers une défense européenne, il faut que ce soit une défense au service d'une politique étrangère européenne. Et ça pose un point, alors ce n'est pas mentionné de manière explicite, mais ça pose en gros le point central de la question de les décisions à la majorité qualifiée en matière de sécurité et de défense, qui est quand même un point sur lequel la France est assez timide. Le deuxième sujet essentiel, c'est l'agenda européen dont on a discuté à l'instant. Je pense que ce qui est très intéressant dans l'accord de coalition, c'est l'engagement, vous l'avez dit, vers un État fédéral européen, mais l'acceptation très explicite du besoin de réforme institutionnelle, du besoin de réforme des traités européens, ce qui reste dans les discours français un petit peu ambigu. Emmanuel Macron a prononcé des discours très ambitieux en matière européenne, sans toutefois clarifier toujours si ça menait à un changement de traité et si oui, à quel horizon. Là, il y a clairement à l'horizon, en tout cas, de cette coalition, la volonté d'ouvrir ce chantier institutionnel avec des points qui vont dans le sens de certains arguments développés par la France. Je pense notamment aux listes transnationales pour les élections européennes. C'était une exigence d'Emmanuel Macron lors des dernières élections européennes, mais aussi des points qui ne vont pas dans le sens de ce qu'a porté le président de la République, notamment l'affirmation de nouveau du principe de l'élection du président de la Commission par la procédure de Spitzenkandidat. Donc ça, je pense que c'est assez important. Il y a un chantier institutionnel potentiellement lourd qui peut s'ouvrir si la France saisit la balle au bon. J'insiste sur la dimension de fédéralisme budgétaire aussi, qui me semble très importante, où là, le langage de la coalition est un petit peu plus ambigu, mais on lit entre les lignes quand même une volonté assez claire d'augmenter les ressources propres du budget européen et donc d'avancer vers une forme de fiscalité propre. C'est pas écrit de manière si explicite que ça, mais on lit ça quand même entre les lignes. Donc ça forme quand même un paquet et un agenda européen assez ambitieux, avec, vous l'avez dit notamment, un élément assez important sur les règles budgétaires, avec une forme d'ouverture sur l'idée de réforme des règles budgétaires, même si là aussi, le langage est un petit peu ambitieux. J'en viens au troisième point sur les questions domestiques. Il y a quand même énormément de sujets de société sur lequel il y a des très gros budgets qu'on a mal perçus en France. J'en cite que 2. Le premier, c'est sur la légalisation du cannabis. Et le deuxième, c'est sur l'immigration et l'identité, avec un projet de régularisation assez massif d'étrangers en situation irrégulière en Allemagne et
Deuxième point, très important à mon sens, compte tenu de ces débats en Allemagne, une accession à la nationalité allemande grandement simplifiée et l'abolition de fait du droit du sang, ce qui est quand même une petite révolution copernicienne en matière identitaire allemande. Et donc ça, je pense que ça a complètement été évacué du débat en France ou dans le reste de l'Europe, alors que je pense que ce sont des éléments essentiels. Le point sur lequel j'ai une petite déception, c'est sur le volet économique, sur lequel les Verts avaient fait campagne pour une réforme des règles constitutionnelles budgétaires allemandes. Et là-dessus, il n'y a aucune avancée explicite dans ce sens. Les Verts avaient également fait campagne pour inscrire dans l'accord de coalition l'idée d'un montant d'une 50aine de milliards par an dédié à la transition énergétique. Il n'y a pas de montant dédié à la transition énergétique dans l'accord de coalition. Et il y a un langage, pour le coup, très trouble sur les marges de manœuvre qu'on pourrait trouver par notamment la création d'un fonds climat et l'utilisation des marges de manœuvre budgétaires, donc du surplus de dette qui a été autorisé dans le cadre du budget 2021 pour mettre en œuvre une politique d'investissement dans les années à venir. Et donc là, il y a en réalité dans l'accord de coalition rien de très ancré. Il y a quelques points d'appui qui pourraient permettre une politique économique un petit peu plus souple, mais ce sera l'objet de débats et d'une lutte au sein de la coalition entre un ministre des Finances libéral, un ministère de l'économie aux mains des Verts et une chancellerie aux mains du SPD. Et d'ailleurs, la chancellerie vient de recruter l'ancien secrétaire d'État chargé des finances, Jörg Kukis, à la chancellerie. Donc, on peut imaginer que les grands chantiers économiques vont rester des sujets de débat entre ces trois pôles de pouvoir-là, que sont la chancellerie, le BMF et le ministère de l'économie. Et donc là, je pense que malheureusement, l'accord de coalition laisse encore beaucoup d'ambiguïtés, des ambiguïtés qui peuvent finir par évoluer du bon côté, mais qui peuvent aussi être l'objet de blocages. Et je pense que c'est important parce que, dans une certaine mesure, ce que les Allemands arriveront à faire au niveau national en matière de règles budgétaires risque de surdéterminer ce que nous serons capables de faire au niveau européen. Et donc, c'est pour ça que ces deux sujets sont quand même assez profondément liés. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Shane. Je signale d'ailleurs que Kukis et Scholz étaient tout à fait d'accord sur la question de la réforme fiscale. Il y avait eu un article très important dans le Financial Times qui était paru l'année dernière. Donc, et je pense effectivement, je vous appelle à réagir justement parce que et merci Shane, parce que j'avais aussi identifié un peu les mêmes points. Il y a parmi les points potentiels, on pourrait dire, qu'évoquait aussi Amélie, peut-être de friction, en tout cas de discussion en Allemagne et avec les partenaires. Je vois très certainement la modernisation du droit de l'immigration, effectivement, qui est tout à fait révolutionnaire à bien des égards. La question que vous évoquiez à l'instant est notamment celle aussi de la règle des 3% qui figure dans le contrat. Hein. Et donc, la question de savoir quels seront les arbitrages qui seront pris entre là des positionnements qui sont clairement assez différents entre les Grünen, les libéraux et les sociodémocrates. Et on voit déjà des commentaires qui circulent en disant d'ailleurs que le SDP et le FDP ont été beaucoup mieux servis sur cette question au détriment des Verts. Ça, je laisse ce genre d'appréciation aux commentateurs. Et puis, bien sûr, cette question qui, moi, me tient beaucoup à cœur de la réforme constitutionnelle ou institutionnelle au niveau européen, où il est absolument, Chahine, clairement, expressément fait mention d'une possibilité de changement de traité. Et j'aimerais bien avoir vos réactions là-dessus, c'est lié notamment à la conférence sur l'avenir sur l'Europe, qui est, elle aussi, nommée expressément, en disant bien que oui, Amélie, il y a un moment, et que ce serait manifestement le bon moment justement pour être très courageux et aller de l'avant sur une réforme qui serait clairement fédérale. Les Allemands, évidemment, n'ont pas de difficulté avec l'utilisation de ce mot, dans la mesure où le fédéralisme est quelque chose auquel ils sont très habitués. Donc, on a ici trois points assez saillants, me semble-t-il. Il y en a bien d'autres, hein, bien évidemment. Donc, je vous appelle à réagir librement à cet égard les uns les autres. Qui veut commencer ? Pierre, peut-être une réaction ou Shane, si tu... Je réagis rapidement au point sur la réforme institutionnelle européenne et le point d'appui que pourrait constituer la conférence sur l'avenir de l'Union. Ce qui en effet est mentionné de manière très explicite, qui à mon avis est un apport des Verts dans la discussion.
C'est assez intéressant parce que Emmanuel Macron avait clairement fait de cette conférence sur l'avenir de l'Union un point d'appui pour l'ouverture d'un débat institutionnel. Ce qui est assez saisissant, c'est que ça avait largement échoué. C'est-à-dire que depuis l'idée de cette conférence sur l'avenir de l'Union introduite pendant la campagne pour les élections européennes en 2019, le président de la République s'était assez peu exprimé dessus. Et en réalité, les forces en présence et l'organisation de cette conférence avaient largement contribué à la vider de sa substance pour que ce ne soit justement pas un point d'appui pour une réforme institutionnelle. Et donc là, ce que fait l'accord de coalition allemand, peut-être un peu tard, à mon sens, peut-être trop tard, c'est de réinjecter un potentiel institutionnel dans cette conférence sur l'avenir de l'Union. Je pense que le président de la République aura quand même une occasion forte, quand il lancera la présidence française de l'Union, d'essayer de réinjecter ça. À mon sens, c'est un peu tard. Je pense que ça va être difficile aujourd'hui de faire de ce véhicule-là le véhicule idoine pour faire progresser le débat institutionnel. Mais on peut imaginer que cette conférence soit étendue, qu'elle change de format et qu'on utilise un autre cadre pour faire avancer le débat institutionnel. Donc, je ne suis pas tout à fait certain que la conférence elle-même puisse servir. Je pense qu'on a un petit peu raté le coche. Cependant, le fait que les Allemands y fassent référence veut dire qu'eux sont prêts à avoir le débat tout de suite. Et ça, je trouve que c'est assez encourageant. Donc, tout de suite, ça veut dire après les élections présidentielles françaises à minima. Mais si la France et si le futur président de la République y est disposé, je pense qu'il y a une porte ouverte maintenant assez grandement à Berlin. Ce qui donc en creux veut dire que la conférence sera une première étape et qu'il y aura effectivement un mécanisme qui pourrait se mettre en place et qui lui donne des suites. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question, Pierre, Amélie? Pierre? Oui, j'avais plus une réaction plus effectivement générale sur l'orientation de cet accord et notamment par rapport aux questions européennes. C'est vrai que c'est un accord qui est, on en a parlé sur les questions un peu de réforme intérieure, qui est profondément libéral. Et on parlait de savoir qui avait gagné, entre guillemets, les négociations, etc. On a beaucoup dit que les libéraux avaient gagné. C'est vrai qu'en prenant les finances, qui est un peu le poste, le poste numéro 2 au gouvernement, ils ont pris je pense, une victoire stratégique assez importante pour les 4 années à venir. Ce qu'on peut remarquer cependant dans les jours passés, c'est que Christian Lindner, notamment alors, sur les questions sanitaires, mais aussi sur les questions budgétaires, a beaucoup adouci sa ligne. Et donc là, on en revient aux questions un peu du cadre financier européen. Il a fait quelques interviews où il se montrait, il avait l'air de balayer. C'est une personnalité qui est un peu protéiforme, il faut le dire aussi. Je pense que ça influe aussi sur la perception qu'on a eu de lui aussi depuis la France et depuis l'étranger. Il jouait beaucoup au dur, entre guillemets, depuis quelques années, le FDP, on avait presque l'impression qu'il se positionnait vraiment à droite, alors que ça avait toujours été un parti assez centriste, qui se positionnait vraiment à droite sur les questions économiques. Et là, depuis qu'il est élu, il envoie des signaux un peu contraires à cette position-là, notamment sur les questions européennes et sur les questions des investissements. Et on en retrouve une trace dans l'accord où il est question, et je cite ici, d'une offensive d'investissement, qui est un thème, alors voilà, on ne sait pas exactement, c'est un petit peu comme la question de la conférence sur l'avenir de l'Union. C'est encore une fois là l'Allemagne qui est vraiment force de proposition de manière active et qui propose, alors on ne sait pas dans quel cadre exactement ça s'inscrit, c'est pas très clair, si c'est quelque chose qui s'inscrit dans le programme Green Deal européen ou si c'est une référence indirecte à un autre programme de l'Union européenne, mais une offensive d'investissement au niveau européen dans des technologies d'avenir, alors qui pourrait par exemple, alors on ne sait pas si c'est quelque chose qui est à nouveau à perpétuer de manière longue ou si c'est quelque chose de ponctuel, mais on a quand même l'évocation de beaucoup de thèmes concrets. Et c'est assez intéressant, notamment aussi de remarquer sur la question sanitaire, qui a une vraie, on en parlait un petit peu avec l'histoire du Conseil de défense, une vraie volonté d'européaniser peut-être certaines compétences qui jusqu'ici, on l'a vu pendant la crise depuis 2 ans maintenant, n'étaient pas vraiment du domaine original de l'Union européenne. Des questions de santé, des questions de réaction, des questions de réaction immédiate aux crises, de gestion de crise. En Allemagne, ils ont aussi eu cet événement absolument
je pense, tragiques et choquants qui ont été les inondations début 2020, qui ont, je pense, marqué les esprits. Et ça peut intervenir aussi dans cet événement, cette volonté de pousser l'Union européenne à faire plus sur la gestion de crise. Et bon, on a aussi eu les incendies en Grèce et beaucoup d'événements climatiques absolument extrêmes dans les années 2019, 2020 et 2021. Pardon. Les inondations, c'était en 2021 aussi, dans l'ouest de l'Allemagne. Mais donc voilà, il y a quand même une volonté, je pense, poussée par une réaction aussi publique assez forte à ces événements, d'aller peut-être chercher sur des terrains où l'Europe n'était pas, des coopérations multilatérales européennes. Pas seulement du bilatéralisme, d'envoyer un Canadair ou je sais pas, d'envoyer des soldats, etc. Mais il y a apparemment quand même une sorte de tendance générale à aller à la fois dans les investissements et dans les questions sanitaires vers quelque chose de plus européen, de plus fédéral. Absolument. Qui, voilà, je pense, quand même, peut nous amener aussi à espérer. Je pense que c'est aussi important dans cette période d'espérer aussi. De réfléchir nécessairement à l'échelle européenne pour développer des instruments, effectivement, qui sont basés sur le principe, si ce n'est de la solidarité, en tout cas de la mutualisation. C'est incontestable. Next Generation est largement utilisé et commenté d'ailleurs dans le contrat. La question qui se posera d'ailleurs, c'est de voir dans quelle mesure un tel mécanisme pourrait au-delà d'ailleurs devenir quelque chose de plus permanent. Ça, c'est une très très grande question. Le contrat n'en parle pas expressément, mais c'est quelque chose effectivement qui est discuté. Amélie, une réaction ? Je vais peut-être encore rajouter une petite touche par rapport à un point très important au sein du couple franco-allemand, c'est l'énergie nucléaire. Et maintenant, avec tout ce qui se passe en Russie et l'Ukraine, et notamment Nord Stream, et donc toute la question de désaccord franco-allemand autour des questions énergie. Parce que l'énergie nucléaire, donc un point de discorde central dans le tandem, reste donc une question très sensible. Et c'est très intéressant parce que l'énergie nucléaire n'a pas été directement mentionnée dans l'accord. Et c'est peut-être un signe que Berlin ne souhaite éviter des tensions avec Paris sur cette question précisément. Et de l'autre côté, on a effectivement le plan allemand sorti du nucléaire. Et la nouvelle coalition allemande s'est fixé un objectif de sortie de 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Sans pour autant réviser le plan actuel de sortie du nucléaire. Donc on a dans l'accord aussi un super ministère de l'économie, du climat et de l'énergie vert, donc très opposé à l'énergie nucléaire. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est un grand plaisir pour les Verts français. Après, je pense que le gouvernement effectivement, ce que ça va permettre de faire pression sur le gouvernement français en ce qui concerne la sortie du nucléaire éventuellement d'un côté, et après de l'autre, bien sûr, on a le problème que selon la France, l'énergie nucléaire devrait avoir sa place dans la taxonomie financière verte de l'Union européenne. Donc, si le climat est la priorité en Europe, comment va-t-on pouvoir trouver une solution en ce qui concerne la question énergie nucléaire? Et aussi parce que dans l'accord de coalition, on a clairement l'ambition du gouvernement de relever les défis climatiques, les défis de la décarbonisation, qui sont beaucoup plus difficiles en Allemagne qu'en France, compte tenu du mix énergétique et la dépendance aux centrales à charbon. Donc, ce souci-là est toujours là, et on verra comment on va pouvoir trouver une solution, surtout parce que l'Union européenne prévoit de prendre une décision cette année concernant l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie. Absolument. Merci Amélie. C'est un sujet évidemment très très important, cette question de la taxonomie qui va se poser très rapidement. Je signale simplement que sur Nord Stream 2, il a été dit clairement qu'il était impossible pour l'Allemagne de s'en passer, dans la mesure où, et précisément, la décision qui avait été prise impliquait le fait d'avoir besoin d'avoir recours au gaz, et Nord Stream 2 est donc nécessaire en fait à établir la souveraineté, je dirais, énergétique allemande. C'est un vrai sujet, c'est une vraie question qui va très certainement être débattue, qui va peser très certainement aussi
peut-être sur la présidence française et même la campagne présidentielle. Chahine, une réaction sur cette question sensible? C'est une question sensible. Je pense que la politique énergétique française et la politique énergétique allemande ont toutes deux des travers et que le meilleur moyen de résoudre ces travers semble être un accord, à mon avis, un petit peu faustien qui consiste à laisser les Français continuer à faire plus de nucléaire et laisser les Allemands continuer à faire plus de gaz naturel. Rien de tout ça n'est idéal, mais j'ai l'impression que c'est l'accord politique sous-jacent qui existe. Il faut voir dans quelle mesure c'est un accord qui permet de répondre aux ambitions climatiques européennes. Je pense qu'il faut aussi peut-être cesser de réfléchir à la politique et au mix énergétique en termes stato-national. Je pense que si on continue à avoir une intégration des marchés de l'énergie européens, il y aura des pays qui auront une prédominante nucléaire, ce sera le cas de la France, et d'autres qui auront une dominante renouvelable ou gaz naturel. Et ce qu'il faut, par contre, c'est qu'à l'échelle du continent, on ait une prépondérance des renouvelables et une diminution graduelle de la part des fossiles et éventuellement de la part du nucléaire. Et donc, je pense que peut-être que la bonne échelle, puisque c'est le thème de votre émission, la bonne échelle, c'est peut-être pas de réfléchir au mix énergétique en termes national, mais de réfléchir au mix énergétique en termes européens. Et là, je pense qu'au fond, il y a une forme de complémentarité entre la France et l'Allemagne qui peut émerger. Pourvu que, et c'est là où il y a un point de vigilance à avoir, pourvu qu'on continue à avoir des marchés de l'énergie relativement intégrés, des infrastructures pour permettre cette intégration qui aujourd'hui sont des infrastructures en partie manquantes. Merci beaucoup, Chahine. Mais c'est sûr qu'a priori, développer les panneaux solaires, ça paraît plus intelligent de le faire en Grèce plutôt qu'effectivement dans le nord de l'Allemagne. Merci pour cette remarque extrêmement pertinente. Écoutez, nous pourrions en discuter pendant très longtemps. Les sujets sont extrêmement variés. Je vous propose d'arriver à la conclusion de cette rencontre. Je vais vous céder la parole une dernière fois, si vous voulez dire quelque chose qui, selon vous, est la chose que vous avez envie de communiquer, de retenir sur cet accord, ou la question que vous posez, parce qu'il va bien falloir résoudre bien des questions que pose en fait ce contrat, et puis nous en terminerons là. Qui veut commencer? Amélie, peut-être? Je pense que, en ce qui concerne la politique étrangère de l'Union européenne, les décisions en matière de défense européenne et les différences entre les cultures stratégiques françaises et allemandes radicalement opposées même, ce sera extrêmement intéressant à voir comment les deux pays vont pouvoir trouver une solution commune et avoir assez de flexibilité pour avoir un accord nouveau. Ouais. Je pense que pour moi, c'est en tout cas la chose la plus importante actuellement. Merci Amélie. Pierre? Oui, je pense qu'effectivement, on peut parler, comme Amélie vient de le faire, d'une fenêtre d'opportunité qui va être coupée un petit peu en deux par l'élection française qui va peut-être donner lieu à une sorte d'absence française, mais qui est quand même caractérisée par une présidence française de l'Union européenne, donc qui permet de porter des thèmes, et donc par un nouveau gouvernement allemand, on a ici quand même quelque chose qui est vraiment deux partenaires qui sont quand même animés par la nouveauté et pas par la gestion simplement de l'existant. Ça peut permettre, je pense, c'est le moment en fait, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, d'avancer. Après, effectivement, je pense que cette discussion l'a amplement souligné, il y a énormément de contradictions dans cet accord, de choses qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir simplement même observer, parce que ça ne dépend pas forcément de nous, il y a des arbitrages de politique intérieure que nous, en tant qu'autres Européens, parce que pas qu'en tant que Français, mais en tant qu'Européens en général, on ne peut pas forcément prédire, qu'il s'agisse des questions effectivement économiques ou financières au sein de l'Allemagne, du gouvernement allemand. Mais il faut quand même... je pense que c'est d'accord, ce genre de papier extrêmement complet, extrêmement riche, extrêmement fouillé. C'est aussi une incitation pour nous autres Européens
à observer plus attentivement la politique allemande pendant les 4 années à venir. Et je pense qu'on s'y attellera avec plaisir et avec beaucoup d'assiduité. Merci. Voilà. On suivra aux articles dans le Grand Continent notamment. Chahine, le mot de la fin. Je pense que c'est intéressant de regarder cette séquence et de la comparer à la séquence d'il y a presque 5 ans maintenant, quand c'était le nouveau président de la République française qui avait fait 2 grands discours en plein milieu de négociations de coalition en 2017, dans l'espoir d'influencer ces négociations de coalition. Espoir relativement vain, puisque l'accord de coalition de l'époque était relativement pauvre sur ces sujets-là. Et là, on a un petit peu le match retour, un accord de coalition qui, pour le coup, va assez loin sur les sujets européens, parfois plus loin que la France semble prête à envisager. Et donc, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est de voir la réaction de la France, la réaction pré-présidentielle, et j'imagine que le président de la République parlera pour lancer la présidence française de l'Union, et déjà cette intervention sera déjà une forme de réponse à la main tendue par cet accord de coalition. Et puis, je pense qu'il y aura un deuxième volet de cette réponse qui viendra pendant la campagne et après l'élection présidentielle, selon l'issue de cette élection présidentielle, et qui ouvrira une fenêtre. Et je pense que là, cette fenêtre, elle sera séparée en 2 moments. Donc, Pierre avait raison de dire qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait maintenant et qui allait être un peu hachée par l'élection présidentielle. Mais je pense qu'après, la fenêtre qui s'ouvre après l'élection présidentielle, elle sera entrecoupée par la future élection européenne de 2024. Et donc, je pense qu'il y a un chantier entre 2022 et 2024 qui est ce que les Européens peuvent faire, disons, à traité constant. Et je pense qu'après 2024, s'ouvrira, je l'espère, et ça, c'est si la France prend la balle au bon et si les circonstances politiques européennes l'autorisent, un chantier institutionnel plus lourd qui pourrait peut-être mener à une nouvelle convention, à un changement de traité, mais ça, ce sera plutôt dans la mandature 2024-2029 du Parlement européen. Merci Chahine, on va suivre ce match retour donc avec attention, même si, à mon avis, c'est une partie qui va impliquer beaucoup plus de joueurs d'ailleurs que simplement les Français et l'Allemagne. Merci à tous, beaucoup. Nous aurons l'occasion certainement d'y revenir. On va suivre les événements avec attention. Et je donne rendez-vous au prochain rendez-vous de Cosmo Club. Au revoir. À bientôt.